Alors, il y a également les supports de travail PDF en français, anglais, espagnol, si vous voulez suivre donc les diapositives à mesure que nous les passons en revue. Nous allons nous lancer donc aujourd'hui avec cette session. Je suis ravi de vous souhaiter toutes et tous la bienvenue. Je m'appelle Tara Daniel, je travaille avec Widow. Et je vais à présent lancer la présentation. Mes collègues suivront juste après. Je vous rappelle d'éteindre votre micro, c'est important. Vous aurez l'occasion de poser des questions un peu plus tard. Donc, ravi d'être ici avec vous. Et mes collègues Pat, Emilia, Angela, ce sont les autres membres de mon équipe. Vous pourrez donc les entendre alors que nous parlerons euh, des questions de genre dans le cadre de la CNUC. Autour de ces questions du changement climatique et dans le cadre de la Commission sur le statut des femmes, il est important de rappeler l'intersection entre le genre et le changement climatique. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas suivi les travaux de la Commission sur le statut des femmes, nous pensions qu'il serait bon de faire un petit rappel des bases, un rappel de l'historique de l'intégration des questions de genre dans la CNUC. Le travail autour de la CSF est extrêmement inspirant, surtout en amont de la prochaine COP. Nous espérons que vous pourrez profiter de cette rencontre et que vous vous instruirez sur ces thématiques. Je le disais, donc, je m'exprime au nom de la Women Environment Development Organization. Cela fait plusieurs années que nous travaillons sur l'intégration des questions de genre autour des questions environnementales. Mes collègues Pat et Emilia vont vous parler du plan d'action du genre, du plan de travail de Lima. Je suis sûr que vous en avez entendu parler, même si vous ne le connaissez pas bien. En tous les cas, nous allons passer tout cela en revue pour vous. Je suis ravi de vous dire que justement avec nous aujourd'hui, nous avons un point focal national sur le genre en changement climatique. C'est Angela. Elle va un peu nous parler de son rôle. Ensuite, je vous parlerai des questions de genre dans les contributions nationalement déterminées que toutes les parties doivent fournir dans le cadre de ces efforts. Et puis, en fin de session, nous aurons un espace questions-réponses. Alors, je m'exprime au nom de WIDO, donc une organisation de plaidoyer mondiale sur les questions de féministes. Nous voulons plaider pour un monde plus juste qui promeut et protège les droits humains, l'égalité de genre et l'intégrité de l'environnement. Nous cherchons à intégrer tout l'espace multilatéral de discussion comme la CNUC. Nous avons également des espaces plus précis d'action de plaidoyer. Et pour cela, nous avons recours à notre constituante femme et genre. C'est une constituante avec un statut d'observateur dans le processus de la CNUC. Nous vous parlerons du fonctionnement de la constituante, de son historique et des manières dont vous pouvez vous impliquer également avec eux. Là-dessus, je vais passer la parole à ma collègue Patricia, qui est coordinatrice pour la constituante Femmes et Genre. Elle va vous donner un bref historique de l'intégration des questions de genre dans la CNUC à très haut niveau. Pat, tu as la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation à m'exprimer aujourd'hui sur le développement et l'intégration des questions de genre dans la CNUC. Je suis ravi d'ailleurs d'être entouré d'autres panélistes aussi distingués. Et je serai tout à fait à l'écoute d'ailleurs après mon intervention. Il y a des gens ici qui sont impliqués dans ces processus depuis beaucoup plus longtemps que moi. Donc, je suis ravi d'écouter les apports des uns et des autres, et d'avoir un peu votre propre expérience aussi en matière de formation. Nous pouvons passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci.
Alors, à partir de la déclaration de Rio, avec une première référence faite à l'égalité de genre, la CNUC est la seule convention issue de Rio à intégrer ces références, les questions d'autonomisation des femmes ou toute autre référence aux questions de genre que vous pouvez voir sur cette diapositive. Donc, le processus d'intégration des questions de genre dans ces travaux a été très problématique au départ. De nombreux groupes experts sur le sujet ont dû se rassembler, débattre, des décideurs politiques, des militants, des chercheurs, afin de enfin aboutir à une intégration assumée avec plus de 80 mandats de genre à partir de 2001 qui couvrent quasiment tous les flux de négociation, depuis l'adaptation, l'atténuation, jusqu'à la technologie, le renforcement des capacités, le financement et l'intégration de la dimension de genre dans la lutte contre le changement climatique. Alors, vous pouvez le voir sur la toute dernière diapo. Les références aux questions de genre sont nombreuses, depuis l'égalité de genre à l'intégration des dimensions de genre, la référence faite aux femmes en tant que groupe vulnérable par rapport au sujet de l'adaptation dans ces travaux. Je pense également à l'agriculture. Emilia, d'ailleurs, y reviendra sûrement un peu plus tard. Il y a également de nombreuses références aux femmes, donc, comme je l'avais dit, en tant que groupe vulnérable. Donc voilà, on l'a dit, de nombreux mandats de genre attribués à ces travaux à partir de 2001. Prochaine diapo. La toute première décision qui a été prise à propos du genre a été prise donc en 2001 lors de la COP7 à Marrakech. La décision portait sur la participation et l'équilibre entre les genres. Vous pouvez voir ici les trois différents aspects couverts dans cette décision. Donc, il y a une invitation adressée aux partis pour qu'ils considèrent plus de femmes pour des postes d'élus, dans tout organe répondant de la Convention ou du protocole de Tokyo. Cela peut toujours être utilisé dans le cadre du travail du plaidoyer autour de la CNUC. On l'utilise très souvent. On demande qu'il y ait un nouveau organe qui envisage la question d'égalité entre les genres. Mais on peut toujours donc revenir à cette première décision sur l'équilibre entre les genres, la parité entre les genres. Alors, il y a aussi donc cette collecte de données qui a été prévue, qui nous aide à avoir une vue d'ensemble sur notre travail, voir s'il est bien mené à bien ou pas. Et dans beaucoup d'instances onusiennes, on voit que ce n'est pas le cas, malheureusement. En 2001, donc c'était très tôt dans ce processus, mais il y a eu ensuite un grand moment avant que d'autres décisions sur le genre soient adoptées. Une très importante qui est survenue plus tard était la création de la constituante femmes et genre. Il y avait donc plusieurs entités qui étaient impliquées dans ce processus, qui avaient le statut d'observatrice, c'est dans le cadre de la Convention. Mais la création de cette constituante a beaucoup aidé à faire avancer
cette problématique et nous assurer que les voix qui s'élevaient à ce sujet soient mieux entendues. Donc, cela a été le cas donc, en 2009, cette fondation, et 2 ans plus tard, cette constituante a obtenu le statut d'observatrice. Depuis 2015, nous avons lancé le programme des prix Solutions Genre et Climat qui suscite beaucoup d'intérêt et qui étudie comment des investissements supplémentaires devraient être faits dans des travaux qui feraient avancer la question de genre au niveau local et pour tenir compte de la justice climatique dans tous les projets y afférents. Nous avons maintenant 34 organisations membres officielles qui font partie de cette constituante. Cette constituante demande que ces organisations aient le statut d'observatrice officielle au sein de la CNUC. Mais il y a différentes organisations, mouvements et individus qui font partie également du réseau de plaidoyer. Et nous invitons toutes les personnes qui nous écoutent et qui ne font pas encore partie du réseau à se joindre à notre réseau. Alors, comme vous pouvez voir à l'écran, donc c'est historique. On voit que nous avons maintenant effectivement plusieurs références au genre dans le cadre de la CNUC. Je vous recommande de lire ce Pocket Guide sur l'égalité des genres, Pocket Guide on Gender Equality. Et vous y trouverez beaucoup d'explications, notamment terminologiques, sur toutes ces questions de genre. Ensuite, il y a donc les décisions qui sont inscrites ici dans cette historique, les décisions que je vous avais présentées avant. Et on va rentrer un petit peu plus dans les détails maintenant sur l'accord de Cancun. On peut voir déjà que on est passé donc d'un angle de lecture centré sur l'égalité homme-femme à un angle genre plus global. On voit donc en 2011 ces décisions adoptées lors de la COP17. Et ensuite, la question du genre et du climat qui a été mise régulièrement à l'ordre du jour à partir de 2012. En 2020, la COP20, en 2014, pardon, la COP20 a adapté le programme de travail de Lima sur les questions de genre qui cherche à améliorer l'équilibre entre les genres. Et j'aimerais enfin mentionner les accords de Perth, qui ont donc un préambule qui reconnu toute une série de droits humains, dont l'égalité entre les genres et l'autonomisation des femmes, des droits autochtones également, les questions d'égalité, de transition juste, etc. De nombreux autres droits qui sont également reconnus, d'autres droits humains. Et qui peuvent être donc mentionnés en lien avec notamment les accords de Paris. On va rester donc sur la question de la convention de Cancun. J'aimerais juste ajouter que nous avons également des références au genre, au sujet de l'adaptation et du développement des capacités dans l'accord de Paris, dans son texte principal en tout cas. Alors, la vision partagée de Cancun était donc un processus participatif. Elle a été une décision très importante qui a été adoptée lors d'une COP, qui nous permet toujours de l'avoir comme référence. Les négociations qui ont actuellement cours au sujet du changement climatique et de l'autonomisation et du droit de la société civile mentionnent notamment l'égalité des genres et la participation effective autour des actions climatiques. Donc cette décision a été prise en 2011 et ce qui est très important, le plus important, c'est que le texte mentionne
En fait, ce que le texte mentionne peut être encore utilisé pour améliorer les textes en cours de négociation, afin d'obtenir des textes encore plus puissants, plus forts, en lien avec les autres processus onusiens. On peut justement les mentionner dans le cadre de la CNUC, mais on peut essayer d'améliorer les négociations qui ont lieu pour la suite, sur la base de ces donc, décisions qui ont été adoptées. Donc, je vous ai déjà mentionné le préambule de l'accord de Paris, dans le cadre donc, de la CNUC. C'était mentionné donc, sur l'historique de cette question de genre. J'aimerais mentionner que nous avons été en mesure de mettre en œuvre ce préambule dans la réglementation qui définisse plus clairement l'accord de Paris. Et il a été démontré que cet outil peut être très utile pour soutenir notre travail sur la justice climatique. Pardon, j'ai perdu ma connexion pendant un petit moment, mais je vais vous relancer la présentation tout de suite. Voilà, donc on va revenir sur cet historique, la page de l'historique, et c'est la version suivante de cet historique que je vous ai maintenant mis à l'écran. Alors, je crois que cela nous offre en fait une transition vers le plan de travail de Lima, programme de travail de Lima, mais je crois que j'ai plus beaucoup de temps, donc je crois que je vais directement donner la parole à Emilia. Merci infiniment. Bonjour à toutes et tous. Ah, j'ai l'impression que ma coiffure est un petit peu différente, un petit côté années 80, mais je vous inviterai à ne pas y prêter attention. C'était merveilleux que d'être ici aujourd'hui. Alors, j'ai suivi les négociations au sein de la CNUC depuis 2010, autour des questions donc, sur le genre et surtout au nom donc, de la constituante femmes et genre depuis 2013. Eu énormément de travail à ce sujet, beaucoup de défis que nous avons dû relever. Je suis extrêmement heureuse que vous nous ayez présenté toute la terminologie sur le préambule sur les droits humains, car pour nous, comme vous le savez, notre travail dans l'ACTUC est assez complet. Nous ne voulons pas avoir une terminologie distincte d'un côté et par ailleurs nous limiter à suivre qu'une des parties des négociations. Donc nous voulons avoir une vision globale de tout ce qui se passe au sein de la CNUC. Et donc plusieurs groupes avec nous ont déployé beaucoup d'efforts à ce sujet. Donc je vais vous parler d'égalité entre les genres, et je ne peux pas le faire sans parler du cadre des droits humains des Nations Unies. Quand on parle des droits humains dans le cadre de la CNUC, eh bien, il s'accompagne de tout un package, comme cela a déjà été mentionné, tout un package qui implique toutes les questions du droit à la santé, le droit des peuples autochtones, les communautés locales, les migrants et migrantes, les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation vulnérable, le droit au développement. Et tout ce package d'égalité de genre s'accompagne également avec l'autonomisation des femmes, l'équité intergénérationnelle, la transition juste et la création d'emplois décents et de qualité. Cela est important car nous savons que la vie des hommes, des femmes et de toute personne ne sont pas isolées. Et nous voulons qu'il y ait un cadre qui soit renforcé à propos de l'action des États. Et donc cela est important car si on veut y parler dans un contexte un peu plus politique, on sait que la CNUC a refusé, depuis sa conception, de 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 se mettre en lien avec les autres instances onusiennes. C'est un organe technique et donc la CNUC estime qu'elle n'est
pas tenus de se soumettre au cadre des droits humains ou à tout autre mandat des autres agences onusiennes, car elles estiment qu'elles ne sont pas, que la CNUC n'est pas une agence ni un organe onusien. Je pense que cela est problématique. C'est là que nous avons dû vraiment lutter fortement à propos de ce paragraphe justement de l'accord de Paris. Nous voulions que cela s'inscrive dans les principes transversaux qui avaient été donc proposés par des pays en développement. Et donc, tous les documents sur l'égalité de genre ont une forte implication dans leur mise en œuvre sur le terrain. Et il y a aussi toute cette question des violations extraterritoriales des droits humains, notamment avec la responsabilité historique. Cela est très important et j'aimerais passer maintenant à la page suivante. Il y a eu beaucoup de références au langage féministe depuis des années dans ces travaux, grâce au travail acharné des militants, des militantes. Et puis est venu le moment de se dire, voilà, comment combiner, compiler l'ensemble de ces mandats dans un seul outil. C'est ainsi qu'est arrivée l'idée du plan de travail de Lima et du plan d'action sur le genre. C'était de combiner l'ensemble de ces mandats, de ces travaux. Il s'agissait également d'adopter une perspective exhaustive sur l'intégration de la question du genre dans les travaux de lutte contre le changement climatique. Il y avait déjà des références linguistiques au sein de la CNUC. Il y avait des références liées à l'action climatique, à la participation des femmes dans cette action. Il a été question d'élargir la planification et d'augmenter la cohérence de ces travaux. Donc, sur la diapo ici, nous affichons certains de ces précédents. L'idée, on l'a déjà dit, c'était de créer un seul outil au service donc, des différents gouvernements et experts. Et l'idée également de créer un lien avec les accords de Paris, puisque, comme vous le savez, les accords de Paris sont l'instrument juridiquement contraignant, le seul en la matière, donc il fallait aussi créer ce lien. Dans le cadre de la CNUC, il y a une attention très claire portée à ce type de langage, égalité de genre, mais également droits humains. Donc, nous avons un paragraphe dédié dans le document de Cancun concernant l'importance de l'égalité de genre et des droits humains. Toujours dans les accords de Cancun, dans la COP 16, ces éléments de langage sont aussi présents. Cela étant dit, depuis ces travaux, nous n'avons pas pu réintroduire ce type de langage dans les versions ultérieures. Cela est dû à une pression négative exercée par certains groupes contre nos tentatives venues de l'Union européenne, de pays en développement et d'autres pays individuels qui peuvent être très actifs sur les questions climatiques, mais ne veulent pas entendre parler d'une inclusion de ce type de langage, d'égalité de genre, dans ces travaux. Donc, cela pose un problème de fond, puisque lorsqu'on parle du plan d'action de Lima pour le genre, on ne parle pas de questions anodines, on parle d'éléments absolument centraux des travaux de la CNUC. Donc, ce que nous avons réussi à faire avec le plan de travail de Lima, c'est tout à fait formidable. Moi, j'ai pu m'exprimer d'ailleurs au nom du Mexique à la tribune pour appuyer ces travaux. Et ça nous a permis d'inclure ces éléments de langage sur l'égalité de genre, sur les droits humains. L'idée était vraiment de faire comprendre aux États membres, aux experts, qu'il y avait toute cette
une montagne de connaissances, de références qui doivent également être inclus. Je voulais simplement rappeler à quel point la question de l'égalité de genre est cruciale et doit être liée à ces travaux. Il y a une analyse politique qui a été faite là-dessus, qui a été traduite dans les documents et que le changement climatique n'impacte pas les hommes et les femmes de la même manière, et donc il faut avoir une intersection entre lutte contre le changement climatique et dimension de genre. Je l'ai déjà dit, nous avons essayé d'inclure de nombreux éléments supplémentaires, comme le travail pour une transition juste. Malheureusement, les États-Unis, dans les versions ultérieures, ont annulé tous les éléments de langage ayant trait à ces questions par la suite. Les États-Unis ont remplacé notre langage très clair par des choses comme opportunité donnée aux femmes ou ainsi de suite. Donc, parfois, on arrive à réaliser des progrès considérables et puis un pays donné ou plusieurs pays nous font bloc et nous empêchent d'avancer et parfois nous retardent. Diapo suivante. Alors, je le disais, le plan de travail de Lima sur le genre. L'idée ici est d'impliquer donc les dimensions de genre dans la lutte contre le changement climatique. Je le dis, il y a des éléments de langage sur la participation des femmes, ce qui amène des questions cruciales sur la CNUC, par exemple. Il n'y a aucun élément de langage sur la parité. On parle en anglais de gender balance, d'équilibre. Donc c'est terrible puisque ils ont une manière bien à eux d'interpréter l'équilibre, mais euh, en anglais, balance n'est pas la même chose que parité et cela pose problème. Et c'est visible dans de nombreux domaines. Mais en raison du contexte de la CNUC, il considère que ce terme de balance, d'équilibre en anglais, est suffisant. Enfin, la question de cohérence. Nous savons qu'il y a des éléments de langage très importants à inclure afin de mettre en valeur le rôle joué par les femmes et la manière dont elles souffrent du changement climatique. Je le disais, la CNUC refuse de reconnaître ce besoin de cohérence entre différents organes onusiens, alors qu'il faudrait pouvoir utiliser les mêmes éléments de langage dans l'ensemble de ces organes lorsqu'on parle du même sujet. Dernière version de ces travaux en novembre dernier a été désastreuse puisque dans aucun des processus onusiens sur le sujet, ces éléments de langage ont été inclus en raison de l'opposition forte de nombreux pays en Asie, en Europe. On n'a pas pu, par exemple, reconnaître le rôle joué par la Commission sur le statut des femmes. On n'a pas pu appuyer sur ce sujet de la cohérence. Il y a eu vraiment cette opposition très forte. Le plan de travail de Lima est lié aux accords de Paris. L'accord de Paris est contraignant. Donc, il y a ici cette peur de certains pays qui ne veulent pas que ces éléments de langage se retrouvent associés à un accord contraignant. Les États membres s'assurent qu'on ne peut pas créer de lien avec un processus extérieur à la CNUC. Donc cela nous pose problème pour travailler sur la question de la cohérence. De notre côté, il reste important de demander des comptes aux États membres. Donc c'est pour ça que ce point sur la cohérence est extrêmement important pour réaliser des progrès. Ah pardon, je pensais que je parlais lentement, je parlerai plus lentement. Autre dimension importante dans ce document,
Il est nécessaire d'intégrer le genre dans la CNUC, ça c'est une chose, mais il s'agit surtout de mettre en œuvre les questions de genre dans les travaux sur l'action climatique. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs sujets, la sensibilisation aux questions de genre, l'inclusion des questions de genre. Vous allez retrouver tous ces éléments de langage dans les travaux. Mais il a fallu travailler sur les implications de tout cela, comment traduire cela sur le terrain dans chaque État membre. Et enfin, un travail d'élaboration des rapports. C'est crucial puisque dans le cadre du plan de travail de Lima et du plan d'action sur le genre, eh bien, tous ces instruments sont menacés de destruction, d'annulation, pour des raisons principalement financières, budgétaires. De nombreux pays disent que par exemple, cet outil n'est pas utile, qu'on peut s'en passer, que les éléments de langage sur le genre sont suffisants dans l'accord de Paris. Donc, il y a vraiment cette lutte permanente pour tenter de sauvegarder cet outil, de conserver la continuité de ces mandats sur les questions de genre. Nous luttons pour d'ailleurs en faire des instruments permanents et inamovibles, mais c'est un combat de longue haleine. Par le passé, nous négocions cela chaque année. Nous avons obtenu de pouvoir le négocier une fois tous les 5 ans. Bientôt, nous espérons pouvoir obtenir des échéances à beaucoup plus long terme, plus durables, pour sauvegarder donc ce mandat. Et enfin, tout dernier élément, nous avons inclus les éléments de langage sur tout ce qui est lié à la finance climatique. Donc, il nous faut établir un lien très fort, hein, puisque il y a un langage fort sur la sensibilité aux questions de genre, sur le budget. Nous avons travaillé avec des instances de financement. Donc, à présent, il faut passer à un nouveau débat sur la finance climatique, sur les dommages et réparations, ainsi que toutes les nouvelles discussions qui vont se lancer cette année sur le tableau plus général de la finance climatique. Diapo suivante. Le plan d'action sur le genre, je l'ai dit. Alors, le plan de travail, c'était une compilation, hein, des différents instruments, et le plan d'action sur le genre, c'était une admission que tous les États membres sont un peu éparpillés dans leur action et que rien n'est coordonné, rien n'est mis en place ensemble. C'est pour cela que le plan d'action sur le genre a vu le jour. L'idée était de fixer une mission commune afin de mettre en place une série d'actions, hein, pour accomplir nos objectifs, et dans le même temps d'apporter des éléments de suivi, d'analyse, donc pour aller au bout de ces efforts. C'est voilà, un élément annexe au plan de travail sur Lima. C'est une sorte un peu de pilier, hein, sur lequel repose le reste des travaux. Il ne s'agit pas d'un mandat pour autant qui servira à créer des plans d'action nationaux sur le genre. Il s'agit plutôt d'un instrument annexe. Il invite les différents États membres à publier des rapports, des collectes de données. L'idée est de permettre à chaque pays d'avancer aussi selon ses capacités. Donc, il y a des éléments sur le renforcement des capacités, la gestion des connaissances, la communication. C'est également un point très important. Il s'agit également d'inclure les groupes de lutte pour les droits des femmes, les groupes féministes, afin de développer leurs compétences institutionnelles au sein de leurs États respectifs. Je l'ai dit, également la question de équilibre de genre, hein, par opposition à la parité. Il y a l'élément de la participation des femmes au sein de la CNUC, au sein des délégations qui participent à la CNUC. L'idée, généralement parlant, est de développer la participation des femmes dans tous les aspects de la lutte contre le changement climatique. La cohérence, on en a déjà parlé.
il y a eu beaucoup de résistance à l'intégration de cette question de la cohérence, il faut s'en rappeler, en ce qui me concerne, en ce qui concerne la commission sur le statut des femmes, et qu'il nous faut un ensemble de mandats très robustes à donner aux États membres en dehors de la CNUC, puisque la CNUC elle-même a déjà beaucoup de mal à exécuter son propre mandat. Donc, la comité sur le statut des femmes est une excellente opportunité de pousser sur des questions structurelles fondamentales et qui sont habituellement ignorées. Alors, je vais également passer à la mise en œuvre de la sensibilité aux questions de genre. Donc, l'idée de travailler sur le renforcement des capacités, l'autonomisation. Il y a encore peu d'indicateurs sur ce type de données, mais il faut pousser dessus. Alors, ces plans d'action sont des opportunités d'inclure de nouveaux éléments de langage et de ramener de nouvelles questions structurelles sous les projecteurs. Alors, je l'ai dit, les accords de Paris sont un accord contraignant, c'est une forme de pression très efficace, alors que le plan d'action sur le genre, je l'ai dit, c'est beaucoup moins contraignant, hein, c'est un élément annexe. Donc, pour être stratégique, il faut continuer d'intégrer des questions structurelles. Par exemple, au mois de novembre dernier, j'étais seul à défendre ce type d'éléments. Il faut continuer de travailler là-dessus. En tant que féministe, nous devons nous assurer que notre analyse féministe ne se concentre pas uniquement sur des points isolés, mais prend également en compte le tableau général. Merci. Alors, les limites et opportunités, j'en ai déjà parlé. On a très peu d'actions, hein, très faibles sur la finance climatique. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire également sur le travail vis-à-vis du capital privé qui n'est pas du tout réglementé. Il y a des fausses solutions qui sont préparées, qui sont présentées. Donc, je pense qu'il faut nous assurer que référence soit faite plus régulièrement sur la finance climatique. On n'a pas d'indicateur pour l'instant, en tout cas. Bien que nous puissions avoir ce cadre qui est assez vague, quiconque aujourd'hui est observateur de la CNUC peut contribuer avec des propositions, mais aussi en essayant de combler les lacunes avec leur travail sur le terrain, en mentionnant ce qu'ils font sur le terrain, ce qui est très important. On aura un processus très fort cette année, en juin 2022, dans le cadre de la COP également. Donc, ça va être une année très ardue pour nous. Et donc, tout ce qu'on va essayer d'apporter cette année sera très important. Les différentes conventions qui avaient, il y a quelques années, un point focal sur la question du genre, eh bien, nous avons réussi maintenant à intégrer tout cela dans le cadre de la CNUC. Donc, juste, je voulais mentionner qu'il y a eu beaucoup de pression qui a été faite pour que la santé et les droits sexuels et reproductifs soient impliqués dans les textes pour leur mise en œuvre sur le terrain, le point d'entrée des droits humains ou même des droits humains des femmes ne sont pas mentionnés où que ce soit dans le cadre de la CNUC, mais tout mandat qui ne l'intègre pas, on voit que les partis sont activement impliqués pour rejeter toute implication à cet égard. Donc, la terminologie qui doit nécessairement être impliquée, les questions de santé et droits sexuels. Là, vous pouvez voir une analyse de l'association du planning familial danoise qui a fait justement ce lien entre la terminologie utilisée et la terminologie manquante pour l'instant, qui empêche justement la mise en œuvre sur le terrain, notamment dans la création de capacités, le renforcement des capacités, la mise en œuvre des
de l'intégration des dimensions de genre également. Il y a beaucoup d'opportunités d'action pour intégrer cette question de santé et droits sexuels. Et donc, il faut bien comprendre l'impact différencié du changement climatique. On sait que celui-ci est bien sûr très étroitement lié à cette question des impacts différenciés. Et enfin, élément sur lequel nous pouvons travailler également, c'est la question de la cohérence en lien avec d'autres organes des Nations Unies. Et c'est une exigence que nous devons formuler très fortement cette année. Et pour conclure, j'aimerais lancer un appel à la constituante femmes et genre pour qu'elle elle prépare une formation technique pendant l'année pour que nous soyons dans la meilleure position possible pour travailler toute cette année qui est une année cruciale à cet égard. Avoir plus de continuité également. Nous devons bien montrer que cette année est cruciale. Il est important de mentionner cela. Les États membres sont souvent enclins à rejeter cette affirmation. Donc, quels sont les éléments stratégiques au niveau macro? Quelles sont les problématiques stratégiques que nous voulons mentionner? Et essayer de faire avancer, faire progresser tout cela pour que nous n'ayons pas finalement une version médiocre de notre outil en fin de compte. Voilà, merci infiniment de m'avoir écouté. J'étais très heureuse d'être à vos côtés. Merci infiniment, Emilia, pour cette vue d'ensemble très intéressante sur ce processus. Je- J'ai l'honneur maintenant de transmettre la parole à une autre personne qui a une autre perspective dans ce processus. C'est le point focal de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous pourriez présenter votre rôle et nous expliquer ce qu'il signifie? Donc, le rôle de point focal. Je sais que Angela avait des petits problèmes de connexion il y a quelques minutes. Ah, voilà, Angela, très bien, merci. Merci, Tara, de me donner la parole. Bonjour, bonsoir à toutes et tous. Avant de commencer, j'aimerais mentionner que c'est un grand plaisir de vous voir les uns et les autres sans masque, car lors de la COP, c'était tellement difficile d'avoir une discussion avec tous ces masques. Avec, avec ces masques, il n'était vraiment pas confortable. La situation n'était pas confortable dans son ensemble. Donc, le rôle du point focal est essentiel pour combler les lacunes. Des décisions ont été prises. Je vais vous en mentionner les plus importantes. Donc, durant la COP 22, il y a eu donc la décision 21 CP 22 qui prévoit que donc elle invite en fait les parties à désigner et offrir un soutien pour les points focaux nationaux sur le genre en lien avec les négociations sur le climat et le travail de monitoring. Alors, la conséquence a été d'encourager les parties à désigner et offrir un soutien pour toujours ce point focal national genre et changement climatique pour les négociations autour du climat, la mise en œuvre, le monitoring. Et récemment, la COP 26, il y a eu la décision 20 CP 26 qui dit: nous rappelons aux parties que nous les encourageons à désigner et à offrir un soutien pour le point focal national sur le genre et le climat. Et nous avons constaté que 94 pays ont désigné un point focal de cet ordre à ce jour. Donc, j'aimerais encourager les personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Sachez que 94 pays, quand on regarde le nombre d'États qui sont représentés au sein des Nations Unies, ce qui, si je ne m'abuse, est d'environ 193, je crois, 193, oui, jusqu'à 195 pays dans le monde. Et on voit qu'il y a seulement 94 pays. J'aimerais donc souligner le fait que nous devons encore travailler pour encourager les gens
si possible, à s'impliquer si on fait partie d'un pays qui n'a pas de point focal sur les questions de genre et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec votre gouvernement ou essayer de les encourager à avoir plus de personnes impliquées pour que nous puissions atteindre notre objectif un peu plus vite. Merci. Ensuite, donc comme je vous le disais, 94 pays ont désigné des points focaux nationaux. Tous ces points focaux et les informations et leurs coordonnées sont indiquées sur le site web de la CNUC. Vous trouverez leurs coordonnées là. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur ce site et à le consulter. Les points focaux nationaux ont des responsabilités et des mandats variables et qui dépendent de chaque pays. L'équipe genre de la CNUC a mené toute une série d'évaluations, de renforcement des compétences et de discussions depuis 2018 pour explorer et soutenir ce rôle. Merci. Ensuite, en contribuant au rôle donc, du point focal national, on a beaucoup d'activités. On contribue à l'activité A1, qui consiste à renforcer les efforts de création et de développement de compétences pour intégrer la dimension de genre. Ensuite, l'activité A2, il faut clarifier le rôle de ce point focal. Donc, ces deux éléments, ce deuxième élément, pardon, consiste à nous rassembler, à partager des informations, partager des idées pour essayer de nous aider les uns les autres à atteindre l'objectif. Ensuite, nous nous sommes penchés sur l'activité D1 qui consiste à partager des expériences et à soutenir le développement des capacités en lien avec le budget du travail sur le genre. C'est un élément essentiel puisque vous savez qu'il est très difficile de mettre en œuvre quoi que ce soit quand les financements sont absents. Donc, c'est très important de mener cette activité. Ensuite, nous avons contribué à l'activité D6, qui consiste en un échange d'informations et de leçons tirées entre les parties, comme je vous l'ai mentionné précédemment, essayer d'avoir de l'inspiration d'autres personnes qui ont peut-être plus travaillé plus longtemps sur la question, qui connaissent mieux cette activité, qui ont mené plus d'activités. On essaie de partager nos connaissances, nous rassembler, développer des stratégies ensemble pour mettre en œuvre les politiques nationales et les plans d'action en lien avec le genre au niveau national. Page suivante, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre de l'activité A1, A2, pardon, qui consistait donc à discuter et clarifier du rôle des points focaux, y compris donc à travers l'aide au développement des capacités, comme je vous le disais précédemment, des outils, des ressources, tout cela afin de permettre au point focal d'exercer son rôle comme il se doit. Donc, faire des échanges entre pairs, un travail de mentorat, de coaching également. Tout cela s'est fait bien sûr de manière virtuelle à cause de la pandémie. Donc, nous avons décidé que nous avons déjà donc la crise climatique. Maintenant, il y avait la crise sanitaire. Nous devons continuer pour nous assurer que le travail soit bien mené comme il se doit, car il est très important de mettre en œuvre et d'organiser ces sessions virtuelles qui ont rencontré un franc succès. Donc, ça a été une nouvelle expérience pour nous. Donc, quand certaines des restrictions en lien avec le Covid ont été levées, nous avons eu la possibilité d'avoir des réunions en présentiel lors de la COP26 en novembre, 1er et 2 novembre. Et après les négociations, la décision 20/CP26 a été adoptée avec deux paragraphes essentiels, les paragraphes 11 et 12. Le 11 qui affirme qu'il demande au secrétariat de préparer un rapport résumé informel avant la 56e session de l'organe subsidiaire pour la mise en œuvre, en montrant clairement les
responsabilités proposées et le soutien pour les points focaux nationaux, genre et changement climatique pour leur permettre de mener à bien leur travail en tenant compte de la multiplicité et l'aspect changeant de la nature de ce travail et de son rôle. Paragraphe 12 affirme que donc ils prennent note des recommandations provenant de la discussion sur le rôle des points focaux et invite donc les parties à considérer ces recommandations, les envisager et prendre des actions en conséquence pour offrir un soutien aux points focaux dans leurs activités. Donc, voilà deux paragraphes très importants pour être en mesure d'encourager les points focaux à mener leur travail comme il se doit. Merci. Alors, les compétences, direction et ensemble d'activités possibles pour les points focaux est largement influencé par les arrangements institutionnels propres à chaque pays pour la coordination des questions de genre et de changement climatique. Ceux-ci sont généralement deux domaines de travail distincts. Le point focal permet de jeter un pont entre ces domaines. Il est compliqué de naviguer correctement entre ces deux domaines qui sont donc traditionnellement séparés, qui ne sont pas habitués à communiquer. C'est pour cela qu'il faut mettre en place des systèmes de communication institutionnels. Très souvent, les équipes de points focaux proviennent de domaines différents. Elles amènent des expériences institutionnelles différentes, ce qui permet de s'adresser de manière cohérente à un public de plaidoyer transversal, de travailler à une coordination très large entre les différents domaines de travail. C'est ça le rôle donc des points focaux. Les priorités de chaque partie façonnent les termes de référence. Ici, nous reconnaissons que les priorités du parti influencent les responsabilités clés des termes de référence. Cela comprend notamment la reconnaissance que les priorités nationales existent parfois en dehors de la Convention et ils peuvent varier de manière très aiguë. Cela peut aller du désir de développer des structures de gouvernance pour un service public efficace ou le développement des programmes de travail. Les termes de référence doivent être évalués, révisés, mais doivent rester assez généraux afin d'englober tous les flux de planification et de travail. Les termes de référence doivent être assignés à chaque rôle, pas à un individu en particulier. L'idée est de pouvoir changer de point focal. Ainsi, un flux de travail n'est pas perturbé si une personne quitte son poste. Pour assurer donc une bonne transition, le champ de travail et les responsabilités d'un nouveau point focal est déterminé par les termes de référence existants, bien que les termes de référence puissent être mis à jour de manière périodique lorsque c'est approprié. Là encore, comme je le disais, d'une situation à une autre, sur le cas par cas, il peut être nécessaire de revisiter ces termes de référence. Les termes de référence ne sont pas un plan de travail. Diapo suivante. Alors, excusez-moi, il y a un petit souci technique. J'essaie de passer à la diapo suivante. Voilà.
Merci, Angela, pour ce partage. Y a-t-il d'autres réflexions à porter sur le rôle des points focaux, particulièrement en ce qui concerne votre propre expérience? C'est un rôle complexe, un rôle important néanmoins. Il faut des compétences très spécifiques pour pouvoir mettre ce rôle en œuvre. Il faut participer à des conférences internationales, mais il faut également discuter avec les gens sur le terrain. Il y a également la question linguistique. Il faut pouvoir parler plusieurs langues également. Il faut également être en mesure de faire remonter ce qu'on entend sur le terrain vers les plus hautes sphères, pouvoir travailler sur l'implémentation de textes décisifs afin de s'assurer que les gens qui ont le plus besoin de ces changements puissent effectivement s'exprimer, se faire entendre. L'idée est d'être une sorte d'ambassadrice, d'ambassadeur et de faire passer un message de la meilleure des manières afin de s'assurer que l'on avance sur ces questions et qu'on progresse sur la question de la parité et de l'intégration des dimensions de genre dans la lutte contre le changement climatique. Voilà ce que je peux vous dire. Je sais que le temps file, donc on peut peut-être passer à la suite. En tous les cas, je peux laisser mon contact dans le chat. Si les participants ont plus de questions, je les invite à me contacter via le chat. Voilà, merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Merci, Angela. Vous êtes l'une de nos meilleures ambassadrices, je le sais. Alors, nous sommes encore dans les temps. À présent, je vais clôturer cette session en parlant des contributions nationalement déterminées, puisqu'il faut parler de l'implémentation nationale afin de comprendre toutes les opportunités existantes dans le cadre de la CNU, que dès lors que l'on peut renforcer l'intégration des dimensions de genre. Ces contributions doivent être soumises par l'ensemble des parties dans le cadre des accords de Paris. Donc, les toutes premières ont été soumises en 2016. Nous les avons toutes analysées, nous les avons également inclus sur notre site et nous avons développé une méthodologie dont le but n'est pas simplement d'observer les termes de référence sur les femmes et le genre, mais nous parlons également d'atténuation, d'adaptation, des femmes bénéficiaires. Est-ce qu'elles se voient comme des agents de changement? Donc, tout cela est important, mais ce n'est pas tout. Il s'agit également d'étudier qui prend part au développement des CDN au niveau national. Est-ce que cela implique les ONG? Est-ce que cela implique la société civile? Est-ce qu'il y a un processus d'inclusion participative et ouvert? Il nous faut une ambition climatique, il faut des CDN, des engagements qui sont tenus. Il est donc important de comprendre qu'il faut des mécanismes de suivi et de mise en œuvre très clairs, pas simplement sur les éléments de genre dans les CDN, mais sur les CDN elles-mêmes. Donc, comment est-ce que la société civile peut exiger, poursuivre donc cette demande de compte auprès des parties. Donc, depuis 2016, nous continuons d'étudier ces données. Nous avons un ensemble de nouvelles CDN depuis. Ces CDN sont soit des CDN mises à jour, soit des nouvelles contributions. Et ce qui est certain, c'est que depuis 2016, il y a eu des progrès, on peut le noter. Ça ne veut pas dire qu'on peut sortir le champagne, mais cela permet d'étudier la mesure de ce progrès et de l'évaluer à sa juste mesure. Alors, dans le cadre de l'implémentation des décisions de l'accord de Paris, il a été possible de demander aux parties d'inclure des références spécifiques dans leur CDN, c'est-à-dire comment elles mettent en œuvre ces contributions de manière qui tient compte des dimensions de genre. Nous demandons aux parties
de nous expliquer clairement de quelle manière elles s'y prennent. Donc, on a observé une légère augmentation, plutôt une légère amélioration des processus participatifs. Tout cela, d'ailleurs, en dépit de la période de pandémie, qui a eu énormément de consultations virtuelles. Et nous savons que grâce justement à ces outils, l'engagement se poursuit. Nous avons également noté une amélioration générale dans la compréhension et l'analyse du suivi du progrès effectué par les parties, notamment un suivi en matière de réglementation et de législation afin de tenir leurs engagements. Globalement, nous observons une plus grande inclusion des dimensions de genre. La plupart des parties incluent une référence aux femmes ou au genre, mais en revanche, l'intégration des questions de genre varie énormément dans la plupart des CDN. Même s'il y a des références aux questions de genre dans les CDN, il n'y a pas beaucoup de détails. Et quand bien même on peut noter un soutien accru à l'intégration des dimensions de genre, quand bien même on a de plus en plus d'inclusion, de références aux femmes et au genre, euh, les résultats ne sont encore pas à la hauteur. Il y a encore trop grande hétérogénéité dans l'intégration de ces questions dans l'ensemble des CDN. Il est crucial que dans ces CDN, il soit reconnu que les questions de genre sont importantes afin d'atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique. En partant de là, on peut également appliquer la même méthodologie à d'autres processus. Et c'est ce que nous affichons ici sur la diapo avec certains de nos partenaires, par exemple CARE, qui a mis en place un système aussi de reporting. Il utilise la même méthodologie que le GCT. Ils ont donc là cet instrument de reporting qui permet d'identifier dans quelle mesure les parties implémentent de manière exhaustive l'intégration des dimensions de genre. Et à la surprise de certains, eh bien, ce sont les pays en développement qui ont le plus fait à cet égard. En tout cas, les CDN nous ont vraiment permis, l'analyse des CDN nous ont permis de travailler sur ces méthodologies. Il y a également la mise à jour de l'IUCN sur l'intégration de dimensions de genre. Ils utilisent une méthodologie assez différente, c'est très exhaustive, je vous encourage à le consulter, mais j'aimerais justement le lier au CDN. Ce qu'on a compris, c'est que l'UICN a vraiment compris les dynamiques importantes dans ces travaux. Vous réalisez que de nombreuses parties qui n'ont pas inclus les mentions au genre dans leur CDN, en fait, produisent 3 fois plus d'émissions de gaz à effet de serre que les 69 parties qui incluent les mentions de genre. Donc, c'est également un point important. On a également beaucoup travaillé sur les éléments de l'action climatique dans les CDN, que ce soit la santé, le genre. D'ailleurs, je voudrais parler particulièrement de la santé et des droits sexuels et génésiques. C'est un élément extrêmement important qu'il faut ajouter dans ces travaux. Cette enquête a été produite au mois de juillet dernier et on a montré que seulement 6 parties avaient inclus une référence à la santé et aux droits sexuels et génésiques. Il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet. C'est une question extrêmement importante, transversale et qui doit être au cœur de tous les plans de lutte contre le changement climatique, si l'on veut en tout cas adopter une approche intersectionnelle. Voilà. Là-dessus, je vais souligner quelques opportunités d'engagement et puis nous passerons aux questions-réponses.
Voilà des exemples d'interventions très pratiques. Il y a le site du Gender Climate Tracker. L'idée ici est que si vous avez des ressources, des connaissances concernant le lien entre genre et changement climatique, peut-être quelque chose qui est lié à votre expérience, votre pays, votre organisation, eh bien, nous vous invitons à partager cela sur le site Gender Climate Tracker en utilisant notre centre de ressources. Vous pouvez soumettre donc ces informations dans n'importe quelle langue afin que d'autres personnes puissent bénéficier de votre expérience et de vos informations. C'est important d'avancer là-dessus. Angela l'a déjà dit, et je le rappelle, n'hésitez pas à contacter les points focaux nationaux sur le changement climatique et le genre. Je vous communiquerai un lien hypertexte si vous voulez vous rendre sur le site. Vous y trouverez les données de contact de tous les points focaux et vous pourrez alors choisir de contacter qui vous voulez si vous voulez engager un plaidoyer sur le terrain. L'an dernier, la constituante femmes et genre s'est penchée sur la question des CDN et a passé en revue chaque question pour évaluer l'intégration de dimensions de genre dans les CDN. L'an dernier a été une année clé pour les CDN et l'un des éléments clés de ces débats jusqu'ici, ça a été l'importance de poursuivre l'augmentation du financement. Il est jusqu'ici inadéquat en insistant sur le besoin d'avoir des processus transparents et clairs, sur l'importance de demander des comptes à toutes les parties afin qu'elles continuent de produire ces CDN. C'est très important de poursuivre ces efforts. Ensuite, bien sûr, devenez membre de la constituante femmes et genre, devenez membre de tout type d'organisation officielle peut le faire si elle est observatrice de la CNUC, mais tout le monde peut aussi travailler et suivre notre travail de plaidoyer, car c'est l'espace dans lequel nos organisations, dans lequel des cadres féministes se rassemblent depuis 2009 pour vraiment travailler de manière collective et faire progresser et faire avancer nos revendications essentielles. On va travailler sur notre position de plaidoyer, sur diverses activités également pendant toute l'année. Il y a différentes phases sur lesquelles vous pouvez travailler, peut-être la communication, ou vous pouvez peut-être amener une expertise technique spécifique. C'est un espace de réseautage très fort et solide qui vous permet de vous engager sur tout type d'aspect. En parlant d'expertise technique, j'aimerais souligner le fait que nous allons bientôt avoir plusieurs appels, demandes d'envoi de contributions de la part de la CNUC. Donc, toute organisation ou partie peut envoyer des informations à la CNUC. La constituante femmes et genre va travailler également là-dessus pour essayer de rassembler des contributions pour faire une présentation commune. Il y aura donc en mars en particulier, nous allons travailler sur cette question de la mise en œuvre du plan d'action genre dont nous parlions plus tôt. Donc j'aimerais que tout le monde ait bien les coordonnées nécessaires. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions dans la messagerie sur Zoom. On enregistre tout en 3 langues. Vous aurez cette présentation disponible en 3 langues pour toutes les personnes qui sont inscrites aujourd'hui. Donc, j'espère que vous pourrez continuer à nous contacter par la suite si jamais vous n'avez pas l'occasion de poser votre question dans les quelques minutes qui nous séparent de la fin de cette réunion. Je vais donc vous partager, je vais arrêter donc de partager mon écran et on va rentrer dans la discussion. J'aimerais d'abord voir si quelqu'un a une question en particulier, peut-être dans la messagerie déjà. Et je vois déjà que Emilia parle déjà de la campagne. Est-ce que peut-être Emilia voudrait peut-être dire oralement ce qu'elle a écrit dans sa messagerie, dans la messagerie? Oui, merci. Je veux juste dire que
Pour nous, c'est très important de créer un lien et avoir une vision plus globale des problématiques d'ordre systémique. Donc, dans cette campagne, on a fait donc un petit dessin animé de 10 minutes que vous pouvez toutes et tous utiliser dans tous vos ateliers, tous vos, tous vos workshops ou autres. C'est un dessin animé assez humoristique. On essaie de remettre en question les fausses solutions telles que la géo-ingénierie, net zéro, etc. On essaie de créer des liens avec d'autres problématiques telles que la crise de la dette, les dynamiques coloniales également qui sont à la base du processus de changement climatique, mais également on essaie de souligner à quel point il est important de se mobiliser. Ce dessin animé a été réalisé grâce à beaucoup de collègues, par exemple Takila Vela, merci beaucoup, Tete Enrina et de nombreux autres. Et on rend hommage à de nombreux activistes qui font de leur mieux au quotidien et nous voulons leur rendre honneur au quotidien. Et donc, cette petite vidéo est un moyen d'intégrer les véritables mobilisations et l'activisme qui ont lieu sur le terrain. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser et contactez-nous si vous avez besoin de soutien de notre part, si vous avez besoin de quelque chose pour vos ateliers, vos discussions ou votre événement. Merci. Merci infiniment, Emilia, pour ces informations. Alors, je regarde la messagerie. J'aimerais qu'on aborde une question qui était sur quelle base est-ce que ces 5 contributions déterminées au niveau national ont été sélectionnées? Donc, en lien avec la publication dont on parlait avant, qui parlait de 50 contributions déterminées au niveau national pour ce qui est des questions de santé et droits sexuels et génésiques. Donc, ces contributions ont été basées donc sur la liste mise à jour en juin l'année dernière par les partis. Donc, je regarde également s'il y a peut-être d'autres questions. Je vois aussi qu'il y a des membres de l'équipe, peut-être, ou des présentatrices. Peut-être si vous voulez soulever quelque chose que vous avez trouvé intéressant dans la discussion, car je vois qu'il y a eu énormément de discussions, de questions posées sur la messagerie, c'est merveilleux. Alors, la question de l'inclusion des femmes dans des groupes de communautés autochtones dans le cadre des contributions déterminées au niveau national. Oui, effectivement, dans la description de la façon dont la dimension de genre est inclue, il y a toujours une description de l'engagement des communautés autochtones. On essaie de faire en sorte que cette information soit considérée comme un marqueur distinct. Pour l'instant, ce n'est pas un marqueur distinct qu'on peut chercher dans le cadre de notre analyse, car il est intégré dans les labels que nous avons notés. Donc, on va essayer de le rendre un peu plus accessible et que ce soit plus facile de le rechercher à l'avenir. Est-ce que mes collègues qui ont présenté à mes côtés aimeraient peut-être faire un commentaire sur quelque chose qu'elles ont vu dans la discussion? Oui, j'ai vu une question de Anna Maria, pardon, du Costa Rica, qui demande s'il y a eu des liens avec la société civile pour faire pression pendant les négociations sur la terminologie, sur la parité entre genres, les actions concrètes, tout en garantissant les droits humains pour les femmes. Oui, il y a eu une forte mobilisation, plutôt, je dirais, au niveau de la sensibilisation, de la communication. Il y a un merveilleux groupe sur les droits humains et le changement climatique qui travaille également très étroitement avec la constituante. Donc, il y a également une alliance interconstituante qui essaie de rassembler un petit peu toutes ces considérations. Mais comme je disais, d'un côté, les pays puissants sont là en imposant leur voix. Et donc, au cours de l'année écoulée, les défis de participation de la part de tous les observateurs et observatrices ont fait qu'il y avait très peu de possibilités d'être sur place en présentiel. Et donc, j'ai fait partie de la délégation mexicaine et je le fais depuis près de 10 ans. Donc, j'étais présente. J'ai essayé de briefer les gens à l'extérieur de la salle. Mais comme je vous le disais, j'espère qu'on peut aussi renforcer le travail technique cette année, car il est important d'avoir des voix extérieures qui fassent pression, mais il est aussi important de nous aider quand on a les ébauches de texte et qu'on essaie de rassembler toutes les connaissances que vous avez toutes et tous dans vos champs respectifs pour les rassembler. Cela est essentiel. Donc, la combinaison de mobilisation, d'expertise
techniques de mobilisation, les messages que nous voulons passer et faire pression sur vos États membres. Je crois que tout cela combiné nous aidera à avoir un résultat qui soit plus fort. Merci infiniment, Emilia. Pat, tu voulais prendre la parole? Je voulais justement relever la même question que j'ai remarquée avant. Peut-être juste pour rebondir sur ce que disait Emilia. Il y a donc le programme de travail de Lima donc, qui a été renforcé et mis à jour et le plan d'action sur le genre également. Il y a eu des négociations à cet égard. Il y a eu une assez bonne coopération entre les négociateurs et la constituante femmes et genre qui se renvoyaient la balle et qui travaillaient sur une terminologie plus forte, comme ce qui a été très difficile, comme le disait Emilia. Et il y a toujours le risque ici, le même qu'il y a eu à Madrid, le même risque que, par exemple, que la décision sur le genre et le climat soit prise dans le cadre de négociations. Et c'est quelque chose que nous devons traiter, auquel nous sommes confrontés. J'aimerais souligner ce que vient de dire Emilia, que il faut, n'hésitez pas à vous joindre au groupe de plaidoyer si la terminologie technique vous intéresse, car la constituante femmes et genre est composée de 2% de tous les observateurs de la CNUC et il y a une quantité croissante d'observateurs qui participent à la CNUC, ce qui est une bonne chose, et cela rend la chose plus compliquée pour nous soutenir les uns les autres dans un environnement si énorme et de aussi faire en sorte de nous coordonner, savoir qui est intéressé par faire un travail de réseautage dans le réseau, créer des collaborations, des gens qui ont besoin d'accès aux salles de négociation. Et en plus de tout cela, il faut savoir que ce processus est très complexe. Et on a toujours besoin d'être présent dans toutes les négociations qui parlent de tous les aspects. Donc, nous voulons avoir des décisions qui soient fortes sur la question du genre, mais nous voulons aussi euh, qu'il y ait une question que la question de la justice de genre et la parité de genre soit vraiment au cœur des réflexions, notamment avec la question du climat également. Nous voulons vraiment qu'il y ait une protection des droits humains pour les mécanismes de marché également et pour toutes les autres thématiques qui sont régulièrement négociées, telles que l'adaptation et les questions de finances également. Donc j'invite vraiment tout le monde à se joindre à ce groupe technique si ces questions vous intéressent. Et si je peux ajouter 2 éléments. Tout d'abord, j'aimerais aussi reconnaître très fortement le travail réalisé par ce groupe de travail sur le changement climatique et toutes les informations partagées. Merci une fois de plus. Merci pour ce travail merveilleux, incroyable. Il y a donc les États membres qui toujours l'utilisent comme outil de négociation. J'ai constaté que certains pays ne veulent qu'il y ait que des termes sur le genre ou les femmes, et ils essaient de négocier à partir de cela en disant effaçons toute référence aux droits humains et concentrons-nous uniquement sur la question du genre. Mais je vais vous dire très clairement que non, en tant que féministes, nous n'allons pas enlever la question des droits humains pour la remplacer par celle des femmes ou du genre ou des droits des communautés autochtones, etc. Toutes ces références, tous ces éléments sont essentiels les uns autant que les autres, car en tant que femmes et que personne sur cette planète, nous ne sommes pas des membres isolés les uns des autres. Nous essayons toujours de on essaie toujours de nous mettre on essaie toujours de mettre des barrières face à ces négociations, ces espèces d'échanges qu'on voit toujours dans la CNUC, car la question des droits humains a vraiment des implications concrètes sur le terrain, en particulier au niveau communautaire. Nous voulons conserver la terminologie et les références aux droits humains autant que possible. Donc, ce n'est pas juste lutter pour la parité des femmes ou les points focaux ou quoi que ce soit. Non, ce ne sont pas des combats isolés. Nous devons avoir une approche globale en gardant à l'esprit en particulier les implications de vie ou de mort pour les personnes sur le terrain. Donc, je voulais le dire très clairement, nous rejetons
cette définition de priorité du genre qui serait donnée donc au genre par rapport à d'autres thématiques. Et deuxièmement, je voulais également dire que précisément en lien avec ce que disait Pat, le programme de travail de Lima ou le plan d'action sur le genre ou autre n'efface pas la vision plus large et les combats plus méta. On ne peut pas nous dire, OK, mettez de côté toute lutte que vous êtes si vous parlez de l'article 6, par exemple, sur les questions de marché, etc. L'année dernière, par exemple, on nous a distraites car ils voulaient passer une semaine entière pour discuter d'un document tout à fait inutile qui nous a distraites des réflexions plus vastes que nous devions avoir. Et donc, les documents contraignants sur les marchés, sur notre destruction de la planète, sur le rejet des, des carburants fossiles, etc. Tout cela, nous devons le garder à l'esprit. Et en tant que féministes qui travaillons avec la CNUC, notre travail n'est pas de travailler uniquement sur un programme ou l'autre, ou sur le plan d'action, ou les rapports, ou le financement au niveau local, quoi que ce soit. Il est important pour nous d'avoir une vision plus globale et de voir comment tous ces éléments s'emboîtent pour avoir un résultat plus global, plus vaste. Et si on a une vision d'ensemble, eh bien, nous devons garder à l'esprit comment nous pouvons essayer d'articuler tout cela. Et nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin de beaucoup d'efforts de la part de chacun d'entre nous. Mais cela sera très problématique, je pense, si on se concentre uniquement sur un aspect sans voir qu'il y a un combat plus global qui se mène en même temps. Donc, c'est une approche stratégique que nous devons mener. Je voulais vraiment le souligner. Merci. Merci, Emilia. Car cela est tout à fait essentiel. Comprendre le contexte de notre présentation aujourd'hui, reconnaître les façons dont le genre a été intégré dans la terminologie pardon, de la CNUC, en particulier dans la façon dont elle peut alimenter le travail de plaidoyer, eh bien, cela est à bien des égards illimité. Euh, et cela ne signifie absolument pas, et ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, que une mise en œuvre. Mais la question de la justice climatique a bien sûr une dimension plus élevée aussi. On voit que plusieurs de ces problématiques ont été mentionnées dans la messagerie. Mais je sais qu'on n'aura malheureusement pas le temps d'aborder toutes ces questions. Mais on voit que beaucoup de questions ont été posées ici. La question du soin à la personne également. Je voulais m'assurer également on avait un petit peu de temps pour les réflexions d'Angela avant de clôturer. Et puis Pat également. Donc Angela, je vous demande d'intervenir sur toutes ces réflexions, sur toutes ces nombreuses activités que nous entreprenons. Merci, Tara. Ce que je peux dire, c'est que c'était une excellente session. Je voudrais faire écho à ce qui a été dit par Emilia, à savoir l'importance de la tenue d'ateliers techniques afin de donner l'opportunité aux gens d'acquérir toutes les capacités nécessaires. On m'entend bien? Oui. Voilà, donc je disais afin de donner aux gens toutes les capacités, les connaissances dont ils ont besoin afin de mener à bien ce travail. Et si je peux même appuyer là-dessus, je parlerai même du besoin d'organiser des séances même plus larges, d'impliquer plus de gens afin d'accélérer les progrès. Parfois, durant les négociations officielles, on reste collé à un sujet pendant des heures et on n'a pas forcément l'impression de véritablement avancer. Je pense que on pourrait essayer parfois d'accélérer le processus
Mais cela, on ne peut le faire que si on peut impliquer un plus grand nombre de participants. Voilà, c'est ma réflexion pour aujourd'hui. Et puisque j'ai la parole, eh bien, j'en profiterai également pour féliciter Emilia. C'est une inspiration pour moi, voilà, à sa manière de plaidoyer, de s'engager afin d'aider aussi les gens à acquérir ces connaissances. Voilà, je vous encourage à consulter le travail de sa délégation. Voilà, c'est tout pour moi. Merci. Merci beaucoup. Je suis ravi de voir tout ce qui se passe dans notre chat. On garde toute cette énergie hein, pour l'avenir. Je pense que c'est le début d'une série de conversations qu'on continuera d'organiser. Je suis certaine que je vous reverrai, notamment à la commission sur le statut des femmes. Je vous reverrai également dans les espaces d'organisation. Il y a encore beaucoup à faire, beaucoup à apprendre. Je remercie notre équipe d'interprétation également. Merci de nous avoir permis de rendre cette présentation accessible. Je suivrai bientôt avec l'ensemble des supports de travail, documents et interprétation en anglais et espagnol. Et nous essaierons également de développer l'accès à d'autres langues si vous estimez que c'est nécessaire. Voilà, merci à toutes et tous. Très bonne fin de journée. Bye bye, everyone. Bye. Bye. Au revoir.